Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du jour 15 du challenge 30 jours de Deep Learning où on va passer ensemble de 0 à 1 en matière de Deep Learning en 30 jours. Dans cette vidéo, nous allons faire le bilan de l'ensemble des compétences que nous avons vues ensemble durant les 14 premiers jours. C'est le moment pour vous en fait de faire la synthèse et de bien vous rassurer que l'ensemble des notions pertinentes, vous les avez. La première notion qu'il faut absolument comprendre dans ce challenge, c'est bien évidemment le terme Deep Learning. Ça ne doit plus avoir de secret pour vous. Quand on parle de Deep Learning, on fait référence à cette catégorie de modèles de machine learning qui se base sur les réseaux de neurones. Le Deep Learning était à la base de la plupart des grandes révolutions en termes d'IA qu'on a eues dans les dernières années, notamment ChatGPT, qui se base sur l'architecture des transformers. Premier point, le Deep Learning. Deuxième point à savoir, c'est comprendre la différence qui existe entre Machine Learning justement et Deep Learning. Je vous ai dit, le Deep Learning, c'est une sous-catégorie de Machine Learning. Mais lorsqu'on parle souvent de Machine Learning, on fait référence à des méthodes plus simples, plus basiques. Il faut savoir que la plus grosse différence entre les deux, c'est quoi? Déjà, en général, en Deep Learning, on a des données beaucoup plus volumineuses. Entre guillemets, on peut jouer avec la non-linéarité, contrairement à d'autres algorithmes de Machine Learning, entre guillemets. Et le Machine Learning, il faut le voir comme étant une technique qui consiste en fait à prendre des données. Ok, les données, c'est quoi? Les caractéristiques des individus, ça peut être la taille, le poids, l'âge, la situation matrimoniale. Ok, je prends les données de mes individus. Je projette sur un plan, première étape, et à partir de ce plan-là, je peux savoir si l'individu va rembourser ou pas. Donc, on peut mettre en place des représentations des données pour réaliser des prédictions, pour réaliser des clusterings. C'est ça le machine learning en fait. Sauf qu'en deep learning, on n'a pas une seule représentation des données, on en a plusieurs. D'où la notion de couche. Donc, la troisième notion qu'il faut comprendre en deep learning, c'est que on a plusieurs couches. Première couche, c'est quoi? Exactement, la première couche, c'est ce qu'on appelle la couche d'entrée. Couche d'input qui va contenir nos données de départ, les caractéristiques de départ, les données de départ qui ont été pré-créées. C'est très important. Lorsqu'on fait du deep learning, la couche d'entrée, la couche qui représente nos données, ce sont les données d'entrée qui ont été pré-créées. En dehors de la couche d'entrée, on a les couches cachées. Okay? Les couches cachées, on réalise plusieurs transformations des données. Vous allez voir les vidéos pour pouvoir avoir la meilleure représentation possible. Il y en a plusieurs. On peut avoir une couche, 2, 3, 4. Et à la fin du modèle, du réseau, on a ce qu'on appelle la couche de sortie, output. Et dans la couche de sortie, on réalise la prédiction. Je vous donne un exemple. Je vais mettre en place un modèle qui permet de dire si l'image que je présente, c'est l'image d'un chien ou d'un chat. Je présente d'abord les caractéristiques de mon image, en entrée de mon réseau. Ça va suivre plusieurs opérations et arriver à la sortie. Je vois la conclusion. Est-ce que l'image, c'est l'image d'un chien ou d'un chat? Vous voyez? Donc, Deep Learning, on a des couches. La couche d'entrée, les couches cachées et la couche de sortie. Troisième notion importante à retenir. Vous comprenez les notions de couche en Deep Learning, vous savez que la couche, c'est tout simplement une représentation de la donnée. Dans une couche, imaginez-vous, je fais un modèle avec l'âge. Une couche, ça peut être quoi? 2 fois h plus 5. C'est ça en fait la couche en fait. Vraiment, c'est une représentation de la donnée. Et comme on a plusieurs représentations des données, il y a ce qu'on appelle les neurones dans chaque couche. Et en général, il faut mettre des pondérations pour avoir justement la représentation finale. D'où la notion de poids. Et ce qu'il faut aussi savoir sur le deep learning, la quatrième notion que je veux que vous connaissiez de ce challenge, c'est ce qu'on appelle la fonction d'activation. Très important. Qu'est-ce que c'est la fonction d'activation? C'est ce qui permet en fait de connecter l'ensemble des neurones de la couche pour pouvoir réaliser la prédiction. F de AX plus B, si c'est plus compréhensible, entre guillemets. Donc, c'est ça la fonction d'activation. C'est ce qui permet de transformer les données. Ça peut être une fonction linéaire, on peut avoir une sigmoïde, on peut avoir une tangente hyperbolique, on peut avoir plusieurs. Donc, une fonction mathématique Y égale à AX plus B. C'est ça la fonction d'activation. Et en fonction de la situation, il faut savoir la choisir. On a vu l'ensemble des fonctions d'activation. Dites-moi en commentaire quelques fonctions d'activation que vous avez retenu dans ce challenge. Je vous donne un exemple, par exemple la sigmoïde qu'on met souvent en couche de sortie lorsqu'on réalise une classification binaire. Binaire, ça veut dire deux modalités. Je vais prédire 0, 1. Dites-moi en commentaire quelle autre fonction d'activation. Donc, quatrième notion,
fonction d'activation. Au-delà des couches, des poids, la fonction d'activation, ce qu'il faut savoir également, ce que vous devez retenir, la cinquième notion, c'est ce qu'on appelle la backpropagation. Donc, retenez bien vraiment en quoi ça consiste. Je vous ai parlé tout à l'heure de poids. Okay? Il y a les poids qu'il faut optimiser dans les réseaux de neurones. La backpropagation, c'est justement cet algorithme, cette technique qui nous permet d'estimer les poids de façon efficiente, efficace dans notre réseau de neurones. Okay? Backpropagation, je vous explique encore le mécanisme. Première étape, on fait quoi? On fait ce qu'on appelle la forward propagation. Imaginez ici, on a la couche d'engrais. Vous allez faire pause d'imagination. Les données, ok. La forward propagation nous explique comment est-ce que les données quittent de cette couche d'engrais pour arriver à la couche de sortie. Donc, imaginez ici, j'ai la couche d'engrais et là, j'ai ma couche de sortie. Et au milieu, là, quelque part, j'ai les couches cachées. La forward propagation, c'est le mécanisme par lequel mes données quittent d'ici pour arriver là. Donc, je vous ai dit, à chaque fois, on a des transformations dans chaque couche, ok. Donc, je quitte ici, j'arrive là, j'applique une transformation fonction d'activation. Ici, transformation, fonction d'activation, transformation, fonction d'activation, transformation, fonction d'activation. Donc, fonction d'activation, la forward propagation, on fait ce mécanisme-là. Et en général, au départ, pour faire cette transformation, on va mettre les pondérations de façon aléatoire. Ok? Première forward propagation, toutes les pondérations sont mises de façon aléatoire. Parce qu'il y a des poids, donc au début, on a les poids aléatoires. Maintenant, la back propagation, c'est quoi? Je suis arrivée ici la première fois avec des poids qui ont été déterminés de façon aléatoire. Back propagation, il faut que je quitte d'ici pour arriver là. C'est quoi l'objectif? D'ajuster les poids en fait. Parce que là, j'ai des poids qui étaient aléatoires. Maintenant, il faut que je quitte d'ici, j'ajuste les poids. Donc, c'est ça, back propagation. C'est le mécanisme par lequel je vais ajuster les poids pour arriver à ce niveau. Et pour ajuster ces poids, justement, il faut minimiser ce qu'on appelle la fonction de perte. Sixième notion à comprendre dans le dictionnaire, dans le deep learning, il y a la notion de perte, la fonction de perte. Donc, quand on fait la backpropagation, il y a une fonction de perte qu'on doit minimiser. En minimisant cette fonction de perte, on ajuste en fait les poids qui ont été calibrés. Et à chaque fois, il y a les époques, je vous passe des détails. Cinquième notion. Au-delà de tout cela, on a vu notamment l'utilisation du deep learning dans le cadre de la classification des images. Ok, sixième ou septième notion, je ne sais plus. Lorsque vous voulez, par exemple, classifier des images, c'est quoi? Imaginez-vous, ça c'est une image, ok? Je vais mettre un modèle qui permet de me dire si l'image a cette télécommande ou pas. Bah, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser ce qu'on appelle les réseaux de neurones convolutifs. Et le point que je veux que vous gardez en esprit ici, c'est que lorsqu'il s'agit de travailler sur des images, en général, on va utiliser ce qu'on appelle les CNN. Convolutional Neural Network, réseau de neurones convolutifs, sixième ou septième notion, j'ai oublié. À quoi ça sert? Huitième notion, comprendre le rôle de la couche de convolution. Donc si vous comprenez ça, franchement, dans le challenge, vous êtes au taquet. Le rôle de la couche de convolution dans les réseaux de neurones convolutifs. Il y a plusieurs couches. Couche input, couche output. Et lorsqu'on fait la classification d'images, on a couche de convolution, vraiment, il faut que vous imaginez vraiment. Couche de convolution, à quoi ça sert? Lorsque j'ai une image, par exemple l'image de cet objet-là, ça c'est une image, imaginez, bah, mon algorithme aura besoin d'avoir des inputs numériques pour pouvoir justement réaliser forward propagation et back propagation. On a besoin des inputs numériques. Et justement, lorsque j'ai l'image, il faut que j'extrais les caractéristiques de ces images-là. Très important. Il y a de pré-traitements à mettre en place, première étape. Et la couche de convolution, c'est justement cette couche qui permet d'extraire les caractéristiques les plus pertinentes, qui me permet de détecter cet objet. Okay? C'est ça, en fait, la couche de convolution. Ça permet d'extraire les caractéristiques les plus pertinentes. Septième notion à maîtriser, couche de convolution, extraction des caractéristiques les plus pertinentes. À chaque fois que je vais mettre en place un modèle de deep learning pour prédire une image, je pense à utiliser les CNN. Okay? Huitième notion, très très capitale à comprendre, c'est que on peut faire du deep learning même si on n'a pas énormément de données. Il y a une tendance à croire que pour faire du deep learning, on a besoin de gros volumes de données, mais non. Vous aurez besoin, c'est des données. Mais même si vous avez une petite base de données, vous pouvez bénéficier de ce qu'on appelle les modèles pré-entraînés. Il y en a plusieurs, Exception, VGSS et autres. Je prends un modèle pré-entraîné, c'est-à-dire qui a été entraîné sur un grand ensemble de données.
je l'applique à ma problématique. Comment? En faisant ce qu'on appelle le fine-tuning. Qu'est-ce que c'est le fine-tuning? La 8e notion que je veux que vous reteniez de ce challenge. Qu'est-ce que c'est le fine-tuning? Le fine-tuning, c'est l'opération qui va consister à prendre un modèle. Imaginez-vous, je fais un modèle sur plusieurs casques comme ça, qui permet de déterminer en fait si c'est l'image d'un casque ou pas. Ok, imaginez-vous, je fais un modèle comme ça, qui a des millions de données. Je récupère ce modèle-là, les pondérations qu'il y avait sur le modèle passé, je vais faire ce qu'on appelle, je vais les geler en fait. Je vais les geler, je vais geler une partie, récupérer ce modèle-là et l'adapter pour l'utiliser sur ma classification d'images à moi en fait. C'est ça le fine-tuning. Je prends un modèle pré-entraîné, je gèle certains poids et je réentraîne uniquement quelques poids pour bénéficier des performances puissantes. 8e notion à maîtriser, le fine-tuning. Modèle pré-entraîné, vous avez compris ce que c'est. Au-delà du fine-tuning complet, on peut faire ce qu'on appelle extraction des caractéristiques également. Ok? Maintenant, on a vu c'est quoi le deep learning, on a vu la différence entre machine learning et deep learning, on a vu la notion de couche input, couche hidden et couche output. On a vu la fonction d'activation, ça c'est très important. On a vu forward propagation, back propagation. Vous avez compris, normalement ici, réseau de neurones convolutifs. Vous avez compris la couche de convolution. Vous avez vu le fine-tuning, pré-traitement, modèle pré-entraîné et autres. Je vais répondre à quelques questions que vous pouvez avoir lorsque vous faites du deep learning. Je vous ai dit, dans le deep learning, on a plusieurs couches. Donc, 9e point à savoir, qui est capital pour moi dans ce challenge, c'est que comment est-ce qu'on choisit le nombre de couches? Il faut savoir que c'est plus une question d'art que de science. Il n'y a pas de règle, ok? On ne sait pas combien de couches. Est-ce qu'il faut des couches avec beaucoup de neurones comme ça ou bien en profondeur comme ça? Parce que plus c'est profond, plus ça prend du temps d'entraînement. Est-ce qu'il en faut beaucoup? C'est plus de l'art que la science. La règle, commencez avec le modèle le plus simple. Au fur et à mesure, vous complexifiez. Il n'y a pas de règle. 2 neurones, c'est déjà pas mal. Mais il ne faut pas non plus que vous aurez... 2 couches, c'est déjà pas mal. Mais il ne faut pas non plus que vous ayez des tonnes. Commencez par 2 et vous progressez au fur et à mesure. Donc, nombre de couches, c'est ça. C'est l'art et non la science. C'est en pratiquant que vous allez voir la différence. Maintenant, ça c'est la 9e notion, savoir choisir le nombre de couches. Okay? La 10e notion à conserver de ce challenge, c'est la couche drop out. À quoi ça sert? C'est la couche qui vous permet de réaliser la régularisation. Globalement, lorsqu'on entraîne des réseaux de neurones, on a souvent plusieurs poids et on peut avoir ce qu'on appelle le surapprentissage. Donc la régularisation avec la couche drop out vous permet par exemple de mettre des pondérations à 0 sur certains poids et d'entraîner votre modèle de façon efficace. Donc voilà les 10 notions clés que je voulais essentiellement que vous conservez de ces 15 premiers jours. Si vous souhaitez challenger votre niveau, j'ai préparé un quiz de 10 questions bien détaillées. Vous avez ça en description. Allez-y, testez votre niveau pour vérifier que vous avez bien compris l'ensemble des notions. Dans les prochaines vidéos, nous allons commencer à parler justement de l'utilisation du deep learning dans le texte en fait. On va parler notamment des RNN, réseaux de neurones récurrents, qui sont très utilisés dans ce contexte-là. Si vous souhaitez revoir toute la playlist, ça se passe juste ici. Sur ce, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo. Bye.